527 de nos compatriotes sont décédés du Covid-19. Hier, nous avons dénombré près de 3000 personnes en réanimation, soit plus de la moitié des capacités nationales. À la différence de la première vague, l'ensemble des régions se trouve aujourd'hui au seuil d'alerte. Dans de nombreux endroits, pour prendre en charge les patients Covid-19, nous avons commencé à déprogrammer des opérations du cœur ou du cancer, parfois les mêmes qui avaient dû être décalées au printemps. Nous avons pris des mesures. Elles étaient déjà difficiles. Je sais qu'elles ont été perçues comme telles par beaucoup d'entre vous. Elles étaient indispensables et elles ont souvent été contestées parce qu'elles ne faisaient pas plaisir. Elles se révèlent toutefois insuffisantes pour endiguer une vague qui aujourd'hui touche toute l'Europe. Notre stratégie a été définie dès l'été. C'était de vivre avec le virus. Et il s'agissait de maîtriser sa circulation en nous appuyant sur nos capacités pour tester, alerter, protéger, sur les gestes barrières, sur la protection des plus fragiles et des mesures de ralentissement de l'épidémie territorialisées, au plus près du terrain. C'est ce que nous avons fait depuis le mois d'août. Avons-nous tout bien fait? Non. Et je l'ai dit, il y a 15 jours, on peut toujours s'améliorer. Mais nous avons fait tout notre possible. Et je crois profondément que notre stratégie était, compte tenu des informations, qui étaient les nôtres, la bonne. Elle fut d'ailleurs celle de tous les pays européens. Nous aurions pu aller plus vite au début sur les tests, mais depuis plusieurs semaines, nous sommes un des pays d'Europe qui testent le plus. Nous aurions collectivement sans doute dû davantage respecter les gestes barrières, en particulier au sein de la famille ou avec les amis qui sont les lieux où nous sommes le plus contaminés. Faut-il nous le reprocher maintenant? Et surtout, il faut reconnaître que, comme tous nos voisins, nous sommes submergés par l'accélération soudaine de l'épidémie. Par un virus qui semble gagner en force à mesure que l'hiver approche, que les températures baissent. Une fois encore, il faut avoir beaucoup d'humilité. Nous sommes tous en Europe surpris par l'évolution du virus. Certains pays comme l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas ont pris plutôt des mesures plus dures que les nôtres. Pourtant tous, nous en sommes au même point. Débordés par une deuxième vague qui, nous le savons désormais, sera sans doute plus dure et plus meurtrière que la première. À ce stade, nous savons que quoi que nous fassions, près de 9000 patients seront en réanimation à la mi-novembre, soit la quasi-totalité des capacités françaises. Nous nous organisons bien sûr pour y faire face, rouvrir des lits supplémentaires, et nous allons faire le maximum d'efforts tous ensemble, mais ce n'est pas suffisant. Si nous ne donnons pas aujourd'hui un coup de frein brutal aux contaminations, nos hôpitaux seront très vite saturés sans que nous ayons cette fois la possibilité de transférer beaucoup de patients d'une région à une autre parce que le virus est partout. Si nous ne donnons pas aujourd'hui un coup de frein brutal aux contaminations, les médecins devront alors choisir, ici entre un patient atteint du Covid et une personne victime d'un accident de la route, là entre deux malades du Covid. Ce qui, compte tenu des valeurs qui sont les nôtres, de ce qu'est la France, de ce que nous sommes, est inacceptable. Dans ce contexte, ma responsabilité est de protéger tous les Français. Et en dépit des polémiques, en dépit de la difficulté des décisions à prendre, je l'assume pleinement devant vous ce soir. Quels sont nos objectifs? D'abord, c'est le premier, protéger les plus âgés, les plus fragiles, celles et ceux qui sont atteints de diabète, d'obésité, d'hypertension, de maladies chroniques et qui sont les premières victimes du Covid-19. L'âge est le facteur prépondérant. 85% des malades décédés ont plus de 70 ans. Notre deuxième objectif, c'est de protéger les plus jeunes. Je l'ai déjà dit, si le virus tue les plus âgés, il tue aussi, même si c'est rare, les plus jeunes. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, 35% des personnes en réanimation ont moins de 65 ans. Ils touchent donc sous des formes graves toutes les générations. Et nous ne savons pas dire aujourd'hui quelles sont les séquelles à long terme. Perte d'odorat, perte de goût, difficultés respiratoires. Contracter ce virus n'est jamais anodin, même lorsqu'on a 20 ans. Troisième objectif, c'est de protéger nos soignants, qui à l'hôpital, dans les structures médico-sociales en ville, ont déjà beaucoup donné durant le printemps. Ils ont ensuite dû redoubler d'activité durant l'été pour rattraper les actes reportés au printemps. Et malgré la fatigue, ils font face aujourd'hui
à cette montée soudaine des urgences. Nous leur devons de prendre toutes les précautions pour limiter la propagation du virus. Si nous ne le faisons pas pour nous, pour nos proches, faisons-le pour eux. Il s'agit, troisièmement, de protéger les plus modestes, qui, parce qu'ils vivent dans des lieux plus exigus, parce qu'ils occupent des emplois précaires, sont les plus touchés par le virus sur le plan sanitaire. Mais ce sont aussi les plus touchés par les conséquences économiques et sociales de la crise. Enfin, il nous faut protéger notre économie. Je ne crois pas à l'opposition entre santé et économie que certains voudraient instaurer. Il n'y a pas d'économie prospère dans une situation sanitaire dégradée avec un virus qui circule activement. Et je vous le dis très clairement, il n'y a pas non plus un système de santé qui tient s'il n'y a pas une économie forte pour le financer. C'est donc un juste équilibre qu'il nous faut sans cesse rechercher, sans jamais perdre de vue un principe intangible. Pour nous, rien n'est plus important que la vie humaine. Quelles sont dès lors les stratégies possibles pour arriver à ces objectifs? Nous pourrions, certains le préconisent, ne rien faire et assumer de laisser le virus circuler. C'est ce qu'on appelle la recherche de l'immunité collective, c'est-à-dire lorsque 50-60% de la population a été contaminée. Le Conseil scientifique a évalué les conséquences d'une telle option. Elles sont implacables. À très court terme, cela signifie le tri entre les patients à l'hôpital. Et d'ici quelques mois, c'est au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer. Jamais la France n'adoptera cette stratégie. Jamais nous ne laisserons mourir des centaines de milliers de nos concitoyens. Ce ne sont pas nos valeurs, ça n'est pas non plus notre intérêt. Une deuxième voie serait de confiner les seules personnes à risque. Cette voie n'est pas non plus au moment où je vous parle utilisable. D'abord, elle suppose une discussion éthique. Mais d'une part, nos aînés, comme les personnes vulnérables, ont souvent besoin d'une assistance extérieure pour leurs soins, leur ménage, la livraison de leurs repas. Certains vivent aussi avec leurs proches, leurs enfants, souvent par manque de moyens. Et donc créer une forme de bulle autour d'une génération, de certaines personnes, comme une barrière entre les générations, n'est pas réaliste et à ce stade insuffisant. D'autre part, le virus se développe aussi et développe des formes graves chez les plus jeunes. Et donc confiner les seules personnes âgées est inefficace parce que le virus circulerait toujours trop vite et sous des formes graves dans le reste de la population. Et donc nous ne pourrions pas protéger nos soignants, nos urgences et même à terme nos aînés avec cette stratégie. Elle peut être pertinente, elle n'est pas suffisante. Nous pourrions également faire en quelque sorte le pari de tout miser sur la stratégie du tester, alerter, protéger. Après tout, nous réalisons 1,9 million de tests par semaine. Nous sommes l'un des meilleurs pays d'Europe aujourd'hui en la matière. Et grâce au travail remarquable de l'assurance maladie, des agences régionales de santé, 100 000 appels sont passés chaque jour pour identifier les cas contacts et briser les chaînes de contamination. Mais si ce système peut être efficace, avec quelques milliers de cas par jour, nous avons aujourd'hui entre 40 et 50 000 contaminations quotidiennes dépistées. Sans doute en réalité le double. Ce système n'est plus efficace. Et d'ailleurs, aucun pays européen ne le retient plus aujourd'hui. Quant à la piste de l'augmentation de nos capacités de réanimation, que certains évoquent comme une piste qui nous permettrait de ne pas prendre des mesures difficiles aujourd'hui, je vais vous dire très clairement, nous sommes en train de le faire, mais là non plus, ça n'est pas une bonne réponse. Nous avons les stocks de médicaments, les respirateurs, les masques, les blouses, les gants, tout le matériel nécessaire, parce que nous avons appris de nos insuffisances, de nos manques durant la première phase. Nous avons aussi formé près de 7000 infirmiers et médecins pour pouvoir travailler en réanimation. Et nous avons ainsi poussé nos capacités, qui sont passées de 5000 lits avant la première vague à 6000 aujourd'hui, et nous allons les porter au-delà de 10 000 lits en réanimation. Donc, un effort colossal a été fait de formation, d'investissement. Mais il n'est pas suffisant face à cette vague. Nous agissons aussi sur le moyen terme. Le Ségur de la santé, qui correspond à 8 milliards d'investissements par an, investis dans l'hôpital et notre santé, permettra de renforcer l'attractivité des métiers. Mais il faut 5 ans pour former un infirmier réanimateur, 10 ans pour former un anesthésiste. Il n'y a pas de solution magique,
Ce n'est pas en quelques mois que nous pourrons créer véritablement une capacité totalement différente. Nous ne pourrons pas non plus, compte tenu du fait que les autres pays européens sont saturés, faire appel à une main-d'œuvre étrangère à court terme. Du reste, quand bien même nous pourrions ouvrir beaucoup plus de lits, et malgré l'effort de doublement que nous avons réussi, qui peut sérieusement vouloir que des milliers de nos compatriotes passent des semaines en réanimation avec les séquelles que cela implique sur le plan médical? Quelle est donc aujourd'hui la bonne stratégie à retenir? Confiner les plus âgés, les plus vulnérables, tester, alerter, protéger, augmenter les lits de réanimation. Aucune de ces solutions n'est suffisante en l'état actuel. Il faut